Bienvenue dans votre édition régionale, une édition spéciale. Avant de parler de cette dissolution de l'Assemblée, voyons ces résultats aux européennes qui ont donné lieu à cette décision avec ce score historique au national pour le Rassemblement national qui obtient 31,5% des voix, loin devant le parti de la majorité présidentielle, Renaissance 14,5%, juste derrière la liste socialiste 14%, suivi de la France insoumise qui réalise 10% des voix. Et chez nous, en Guadeloupe, eh bien, le RN arrive également en tête avec 30% des voix, suivi de la France insoumise avec près de 15%, du Parti socialiste avec 14,23% des voix, suivi de près par Renaissance avec près de 14% des suffrages. Le Rassemblement national, grand vainqueur donc, jamais un parti d'extrême droite n'avait atteint un tel score lors d'une élection en France. Et à l'annonce des résultats, ça n'a pas tardé. Le président de la République a pris la parole pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron qui affirme décider de redonner le choix aux Français de l'avenir parlementaire par le vote. On écoute un extrait. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique,
Et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige, connaître le prix du vote et le goût de la liberté, agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Voilà pour ce discours concernant la dissolution de l'Assemblée nationale. Mes premiers invités nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir messieurs, avec nous ce soir notre consultant politique Georges Calixte, les députés Max Mathiasin et Olivier Servat et le nouvellement élu député européen Rodi Tolassi. Bonsoir. 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 Alors Georges, je me tourne vers vous tout de suite. Comment peut-on interpréter une telle décision du chef de l'État ? Il y a, à mon avis, deux facteurs qui sont intervenus. Il a d'ailleurs lui-même dit la France était presque devenue difficile presque à gouverner par rapport à la problématique législative. D'ailleurs, il a bien dit que par rapport aux différents enjeux qui se produisaient, il y avait une dynamique législative où il n'avait pas la majorité et qui devenait de plus en plus difficile à gérer. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut reconnaître que le résultat qui est au-delà même de ce qui était prévu, ne peut que lui permettre de constater qu'il y a une forme de délégitimation de la politique menée par l'actuel gouvernement et que par conséquent, il fallait, en fonction de ces deux paramètres, prendre une décision. Où il restait, mais à ce moment-là, la situation se serait dégradée et il aurait été certainement dans l'histoire celui qui aurait permis au Rassemblement national d'accéder à la magistrature suprême, ou alors à ce moment-là, il dissolvait l'Assemblée. Il prend un risque parce qu'à mon avis, cette décision risque d'entraîner un chaos politique puisqu'il va falloir trouver une majorité à l'Assemblée, ce qui, pour l'instant, au regard des données, ne semble pas très acquise. Vous partagez cette analyse, messieurs, Olivier Servat? Bon, de toute façon, à l'Assemblée, c'était déjà le chaos. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le groupe Lot qui dira le contraire. Ah oui, effectivement. C'est vrai que le président de la République a enfin constaté qu'il n'avait pas cette majorité dans le pays. Et il était grand temps de prendre une décision qui permette, il a dit lui-même, de clarifier les choses. Alors, bien évidemment, nous espérons que le 30 juin, le 7 juillet, il y aura une majorité qui nous permette d'avoir des politiques qui aillent dans le bon sens pour les Outre-mer et pour la France, pour le coût des billets d'avion, pour le pouvoir d'achat, pour, finalement, on avait une PPL Lyotte qui allait passer pour se battre, pour sauvegarder l'indemnité chômage. C'est dommage, tout ceci est reporté. Sur l'insécurité aussi, il faut traiter ça. Donc je crois que c'est le sens de l'histoire. Et maintenant, une nouvelle page politique s'ouvre en France et pourquoi pas en Guadeloupe. Alors est-ce que vous aussi, Max Mathiasin, vous accueillez comme Olivier Servat, on a l'impression, avec plutôt philosophie, cette décision ? Lorsque l'on donne la parole à la population, c'est la démocratie qui s'exprime. La démocratie ne s'use que lorsque l'on n'en s'en sert pas. C'est très important. Et je crois que vous avez suivi les travaux que nous avons menés, au groupe Lyotte notamment. Et nous avons été de ceux qui, ayant déposé une motion de censure, a failli renverser le gouvernement. Donc nous l'avons exprimé depuis très tôt. Et vous vous êtes rendu compte aussi que nous nous battons sur tous les fronts. Non seulement parce qu'Olivier a évoqué la question de la politique de la France hexagonale, enfin en France hexagonale, mais pour ce qui concerne les Outre-mer, nous sommes sur tous les fronts. Et nous sommes de ceux qui avons dit au président de la République, vous n'avez pas le réflexe ultramarin. Et je crois que ceux qui n'ont pas compris, c'est que depuis 1946, où nous avons été érigés en département français d'Outre-mer, avec des retards structurels qui sont des retards monumentaux, les choses n'ont pas été prises en considération. Donc la manière autocratique, la manière où finalement on a l'impression que le président de la République décide sans fort cohérence dans les politiques mises en œuvre et les propositions de loi, les projets de loi mis en discussion à l'Assemblée nationale. Il fallait prendre une décision. Lorsque j'ai eu cet après-midi
au premier résultat, le président Bertrand Pancher, le président du groupe Lyot, dont je suis premier vice-président, eh bien, je lui ai dit qu'il va se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Et comme l'a bien dit M. Calixte, eh bien, c'était devenu le chaos. Mais pas parce que c'est le chaos en soi. Il y a toujours eu des débats au lieu à l'Assemblée nationale, de l'histoire de l'Assemblée nationale. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de dialogue et qu'on ne savait pas où était le curseur et on ne voyait pas la cohérence dans la politique qui était menée par le gouvernement, notamment vis-à-vis de nous. Alors, Rodi Tolassi, nouvellement élu député européen. Alors, on pense, ou en tout cas, tout porte à croire que ce serait le RN qui finalement a poussé Emmanuel Macron à prendre cette décision. Vous partagez cette analyse. Est-ce que selon vous, il a écouté le parti? Et on imagine que vous êtes content et satisfait des résultats de votre parti. Oui, effectivement. Donc, bonsoir à toute la Guadeloupe. Et j'aimerais surtout remercier l'ensemble des Guadeloupéens qui nous ont permis de faire réaliser ce score, démontrer que ce que nous avons fait en 2022 n'était pas anodin. Né en 2019, ce n'est pas la première fois qu'on gagne une élection nationale sur le territoire. Il y a un travail qui est fourni. Ce sont des années de sacrifice qui payent, des années où on ne part pas en vacances, des années où nous sommes aux côtés de nos compatriotes et donc qui payent aujourd'hui. Et vous voyez le résultat, notamment dans la commune de Sainte-Rose, nous faisons le plus grand score. Et donc c'est un travail perpétuel qui est récompensé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'Emmanuel Macron, hormis que c'est la première fois qu'il fait une bonne chose? Voilà. C'est la réalité. En 7 ans de macronisme, notamment pour nos territoires, je suis désolé, Emmanuel Macron n'a réglé aucune problématique. Personne ne peut venir nous expliquer qu'il a réglé une problématique. C'est ne pas être honnête intellectuellement. Sur la question de l'eau, c'est un échec. On nous avait promis le syndicat unique de l'eau. Il avait même promis un chèque de 400 millions au président de région. On ne voit toujours pas ce chèque de 400 millions. Insuffisant. Sur la question du chlordécone, c'est un échec. Sur la question des algues sargasses, ils ne prennent même pas leurs responsabilités, alors qu'il y a un décret qui s'appelle le décret de Montego-Bay qui oblige l'État à prendre toutes les pollutions qui arrivent dans la zone économique exclusive. Et même en Bretagne, les élus de Bretagne ont déposé plainte contre l'État pour carence fautive, se sont fait condamner. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des élus qui ne sont même pas capables de faire ce choix, de mettre l'État devant les tribunaux, alors que nous avons pertinemment raison dans notre logique sur la question de la sécurité. On ne peut plus continuer sur un territoire où les jeunes s'entretuent tous les week-ends. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Donc c'est une bonne décision. Et oui, c'est une très bonne décision, mais sur pas mal de domaines, c'est un échec. Et la Guadeloupe, bientôt, sera un arrêt cardiaque si on continue dans cette logique. Donc Emmanuel Macron fait le bon choix, je crois. C'est la première fois qu'il fait une bonne chose, je pense. Mais c'est l'occasion pour qu'on puisse avoir un maximum de députés, pour avoir un vrai gouvernement patriote, qu'on puisse revenir sur la réforme des retraites, annuler la fameuse réforme de l'allocation chômage. C'est un bon nombre de choses qui ont fait très mal à nos compatriotes ultramarins notamment, qu'on puisse mettre une vraie politique en place pour le développement de nos territoires pour que chaque enfant du pays puisse trouver sa place. Alors avant de parler de la campagne justement, messieurs, avec cette fameuse question, allez-vous vous représenter? Georges Calixte, très rapidement, que va-t-il se passer maintenant? Actuellement, la campagne, le président a dit qu'il signait ce soir ce décret pour qu'il convoque les électeurs. Donc la campagne va se lancer dans un cadre demain, traditionnel. Mercredi, en général. Mais en général, ça commence le mercredi, mais ça peut commencer demain. On est 3 semaines avant. Et ensuite, écoutez, chacun défendra ses positions. Et donc, on verra comment le rapport de force s'établit. Déjà, le président de la République a dit que par rapport au Front républicain, si on peut encore parler de Front républicain, puisqu'on voit bien que ça n'empêche pas le Rassemblement national d'émerger et de rentrer dans le champ républicain, aussi bien sur le plan institutionnel, et on le voit ce soir, que sur le plan des valeurs. Donc, ça veut dire qu'il espère un Front républicain, mais je reste persuadé que là, maintenant, il va falloir, ce sera difficile, de trouver un parti qui obtient la majorité absolue à l'Assemblée dans le contexte actuel. Alors Olivier Serva et Max Mathiazin, je me tourne vers vous. On considère que d'ici peu, vous ne serez plus député. Est-ce que pour vous, c'est une remise en question et allez-vous vous représenter? Bon, de toute façon, c'est la vie politique qui est ainsi. Le président de la République a une prérogative constitutionnelle qui lui permet de dissoudre l'Assemblée nationale. On en prend acte et nous sommes des démocrates. Et donc, il s'agit pour moi de continuer ce que je n'ai jamais arrêté de faire, c'est-à-dire être à l'écoute de la population,
aller à sa rencontre et puis surtout continuer un travail déjà entamé. Coût des billets d'avion. Ça n'est pas normal qu'un Paris-New York, c'est 99 € en low cost. Et chez nous, ça coûte 800-900 €. Il y a un souci. Concernant l'assurance chômage, on avait mercredi une proposition de loi qui arrêtait l'action du gouvernement pour fragiliser encore les plus faibles, y compris ceux qui sont au chômage. Eh bien, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier dès juillet, dès le 8 juillet, parce qu'en fait, tout ceci sera très court. Et donc oui, il faudra que nous allions de nouveau solliciter les suffrages de la population de la première circonscription, parce que c'est le sens de l'histoire et parce que le mandat, il était à 2 ans, il nous reste encore 3 ans, on doit continuer l'action au service de la population guadeloupéenne. Max Mathiazin. Je considère que ce n'est même pas une interruption, puisque je n'ai jamais arrêté de travailler pour la population. Par conséquent, 3 semaines, c'est 3 semaines où je prendrai le loisir de parler à la population, comme je le fais quotidiennement. Parce que lorsque nous parlons du travail du député, et Olivier a expliqué tout ce que nous faisons, mais il y a aussi le fait que nous sommes dans le quotidien des Guadeloupéens, des étudiants qui viennent nous voir, qui ont des difficultés, tel ou tel mère de famille, qui ont des problèmes de logement parce que leurs enfants ne sont pas logés à Paris. Donc il y a à la fois un aspect législatif que nous pouvons souligner et dont les Guadeloupéens ont connaissance chaque jour, mais il y a également un travail de proximité, de contact avec la population, et c'est la raison pour laquelle nous sommes entre, bien sûr, l'Assemblée nationale et la Guadeloupe. Par conséquent, moi, je me sens tout à fait à l'aise. Et je considère que 3 semaines... À l'aise, pas en danger, parce qu'on l'a vu sur ces élections, le RN est arrivé en tête au Lamentin à Sainte-Rose. Vous n'avez pas peur? Oui, alors je vous ferai remarquer une chose. Lorsque vous faites l'analyse, vous dites raz-de-marée, mais il y a environ 13%, c'est moins de Guadeloupe. 73%, 80% des Guadeloupéens à peu près, plus de 87% des Guadeloupéens. On prend en compte la forte abstention, bien évidemment. Se sont abstenus, donc ça veut dire qu'il y a environ 13% des Guadeloupéens qui se sont déplacés. Ensuite, vous constaterez qu'en Guadeloupe, il n'y a pas eu de campagne. On peut simplement dire que le candidat du Rassemblement, le représentant du Rassemblement national, qui est Rudi Tolassi, il a mené une campagne. Il est de Sainte-Rose, il est du Lamentin, enfin, je veux dire, dans cette zone. Et puis les Guadeloupéens ont réagi par une forme... les Guadeloupéens n'ont pas d'attache véritable sentimentale avec l'Europe. L'Europe, c'est loin, territorialement, sentimentalement, culturellement. Et il y a une identité guadeloupéenne qui s'exprime, qui n'est pas en Europe. Donc, tout en félicitant l'élection de Rudi Tolassi, parce qu'il a quand même bossé pour cette élection, mais l'élection législative, c'est une élection qui est différente, où la participation est différente, et nous nous sommes déjà rencontrés au cours d'une campagne qui n'est pas si lointaine. Par conséquent, il est député européen. Il vient de dire tout ce qu'il pense faire, notamment, je l'ai écouté cet après-midi, faire en sorte qu'il y ait une autosuffisance alimentaire en Guadeloupe par le biais de l'abolition ou de la diminution d'un certain nombre de normes. Par conséquent, et c'est Harry Chalus qui le disait, il disait qu'il y avait 4 ou 5 Guadeloupéens qui étaient sur des listes, et il appelait de ses voeux que ces Guadeloupéens soient élus parce qu'il disait, plus on sera nombreux, disait-il, et à juste titre pour défendre que ce soit nous qui le faisons à l'Assemblée nationale, parce que c'est moins facile qu'on le croit. Et que ce soit au niveau européen, avec comme à l'instar d'Omar Oji, par exemple, pour la Réunion, nous sommes tout à fait dans la situation actuelle où se trouve notre pays. Je crois qu'il ne faut exclure personne. Et au contraire, la Guadeloupe a besoin de force et d'orientation. Très rapidement, avant d'accueillir nos autres invités, Rudi Tolassi, on peut le dire, vous avez quand même une place plutôt confortable, député européen. Est-ce que vous pensez peut-être aux législatives, tout en sachant que vous serez toujours député européen? Écoutez, place confortable ou pas, je n'ai jamais attendu cela pour être en politique. Ça fait un nombre d'années que j'y suis. Je suis engagé et je l'ai fait bénévolement. Donc, avoir un mandat de député européen, ce n'est pas ça qui change mon engagement. Ce que je peux dire ce soir à nos compatriotes, c'est qu'ils remarquent que lorsqu'ils votent RN, que ça bouge. Voilà. C'est là où le président il comprend la réalité, la souffrance de nos compatriotes. Et on a le résultat. Ça fait 2 ans qu'on essaie de dissoudre cette assemblée et que lorsqu'on se mobilise, lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Voilà. C'est la réalité. Donc le peuple a voté massivement pour le Rassemblement national, au niveau national. Et donc nous avons les résultats aujourd'hui. Et j'espère que demain nous aurons un gouvernement qui va pouvoir mettre en place une vraie politique de développement économique pour nos territoires
et surtout la sécurité sur notre pays, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement économique. Personne n'a envie d'investir dans un territoire où on peut se faire braquer, piller, voler constamment. Donc, il faut la sécurité pour le développement économique. C'est une base, et le développement économique doit être structuré, et on doit, sans langue de bois, voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus réagir à ces résultats et cette dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République. Dans un instant, nous allons accueillir le député Christian Baptiste, Olivier Nicolas et Michel Tola. On va donc revenir sur cette dissolution dont Emmanuel Macron, dont le parti Renaissance est arrivé en tête à Saint-Martin avec un peu plus de 24% des voix pour le député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les résultats ne sont pas la traduction d'un échec du président Macron. Frans Gum se dit aussi très confiant quant à un nouveau mandat. Il répond à Hervé Pédurand et Ronnie Maletti. Il reste pour nous à analyser au niveau local à Saint-Martin les résultats de cette élection qui sont significativement différents de ce qui s'est produit sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane ou même sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et par conséquent, je ne suis pas sûr que l'électorat de Saint-Martin, en tout cas, soit sur la même ligne que sur les autres départements d'outre-mer. Et par conséquent, je suis relativement confiant, je suis assez confiant par rapport aux chances pour moi de retrouver la confiance des électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Comment expliquer justement ce décalage entre les électeurs de Saint-Martin et ceux de Guadeloupe ou de Martinique, par exemple ? Ça s'explique, à mon avis, simplement par l'implication, par l'investissement des dirigeants locaux, tout simplement. Les dirigeants locaux bénéficient d'un certain niveau de confiance de la part de la population. Les dirigeants locaux font une demande, font une recommandation à l'électorat. L'électorat est évidemment libre de son choix de vote. Et on accueille sur ce plateau le député Christian Baptiste, Olivier Nicolas et Michel Tola. Messieurs, bonsoir. Georges Calixte, Frans Gum qui se semble plutôt confiant. 3 semaines avant le scrutin, c'est extrêmement court. Quelle est la stratégie derrière ? Alors, concernant Saint-Martin, à la suite de l'ouragan Irma, c'est vrai que l'État a mené sur place un travail conséquent, ce qui me concerne, l'investissement. Maintenant, quand vous parlez de stratégie... S'il y en a une. Alors, il n'y en a pas, en fait, en politique. La seule stratégie... On parle de coup de poker. Est-ce que c'est cela ? Alors, il n'y a pas de coup de poker, à mon avis, en politique. Tout est question de l'importance de l'engagement personnel et de la capacité, par son équation personnelle, à démontrer qu'on est qu'on a un engagement de proximité. Maintenant, le coup de poker, c'est un peu la question que vous avez posée préalablement. Ça veut dire que s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, comment va-t-on constituer un gouvernement ? Et à la suite, comment la France sera, si vous voulez, gouvernée ? Puisque pour l'instant, les prémices qu'il y a ne laissent pas forcément comprendre, en tout cas présupposer qu'il y aurait une convergence. Je vois même que, par exemple, la NUPES, où appartient M. Tola, mais avec le Parti socialiste d'Olivier Nicolas, il n'y a pas eu, en tout cas, une convergence concernant les élections européennes. Va-t-elle se produire par rapport à la circonstance ? Je n'en sais rien. Et on va leur demander dans un instant, Christian Baptiste, votre réaction face à la décision du président de la République. Même question que je viens de poser à Max Mathiazin et Olivier Servat. Allez-vous vous représenter ? Évidemment, nous allons continuer le travail que j'ai commencé à l'Assemblée nationale sur la base de la vision et du projet aussi que nous avons sur la problématique de transition démographique, transition écologique, les transitions numériques, politiques et aussi économiques. Mais le président de la République demande au peuple souverainement de décider à nouveau à l'Assemblée nationale pour que les électeurs puissent choisir. C'est tout à fait logique dans la mesure où il n'a pas voulu entendre déjà le résultat des élections présidentielles, en tout cas en ce qui concerne la Guadeloupe, ensuite les législatives, et aujourd'hui, à l'évidence, le peuple lui fait comprendre que la politique qui est menée aujourd'hui ne répond pas et ne correspond pas aux enjeux, en tout cas en ce qui nous concerne. Et donc par conséquent, les valeurs progressistes, humanistes, socialistes et écologiques que je défends, je vais continuer à les défendre à l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a 2 hypothèses. Est-ce que le peuple souverainement va choisir, au vu des élections,
législative qui en fait a été occultée. On n'a pas parlé beaucoup d'Europe. On a l'impression que c'est un vote sanction du gouvernement. Bon, donc ça c'est un réel problème. Donc il en prend acte. Est-ce qu'il y aura une majorité du Rassemblement national pour gouverner la France? Le peuple, on verra. Ou, deuxième hypothèse, eh bien, il n'y a pas de majorité. Et là, on parle de bordélisation, voire même de bordélisation parfois. Enfin, faire le jeu de mots. Donc, ce sont les deux hypothèses. Donc, en tout état de cause, le gouvernement veut savoir exactement où il est par rapport au peuple français. Eh bien, nous allons continuer à défendre nos valeurs humanistes, progressistes, sociales et écologiques. Olivier Nicolas, vous n'êtes pas passé loin d'un siège au Parlement européen sans regret? C'était pas tellement ça le sujet. On s'implique dans un combat électoral pour faire triompher des valeurs. Je me suis engagé, moi, pour montrer que les socialistes existaient, qu'on a fait une belle campagne. Je veux remercier les camarades, les militants, les amis qui étaient avec nous. Et pendant presque 2 mois, on a battu la campagne en allant partout, ce qui n'est pas le cas d'autres. Et donc non, il y a une vraie satisfaction. Le vote socialiste est reconnu là comme étant une réalité dans le pays. C'est une belle revanche parce qu'on le pensait disparaître. Mais plein de fois, on nous dit qu'on est mort et à chaque fois, on revit. Donc quelque part, si vous voulez, j'aime bien cette image. Mais pour le coup, non, je trouve que beaucoup se sont cachés dans cette élection et portent une lourde responsabilité dans le score du Rassemblement national et dans l'abstention. Quand on a une candidate, et je parle de Sylvie Gustavie-Duflot, on fait campagne avec elle. Là, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont laissée toute seule. Elle n'a pas été présente sur le terrain. Ils ont fait des appels minimalistes et encore quelques-uns seulement. Là, il y a un problème démocratique. Aller devant une élection et se mettre dans une situation où on ne cherche pas à mériter le soutien, là, il y a un souci. Et quelque part, ce qui s'est passé là pose question. Et de la même manière, organiser un congrès 3 jours après l'élection européenne, alors qu'on connaît la date depuis très longtemps, organiser des réunions préparatoires en pleine campagne officielle, c'est quelque part du mépris de la démocratie. Je demande ce soir que ce congrès, encore plus après la dissolution, n'ait pas lieu. Ce congrès doit être reporté pour une raison très simple. Les parlementaires, 4 députés, ne seront pas présents. Or, c'est eux qui doivent défendre les résolutions qui seront... parce qu'il y a des choses qui relèvent du Parlement. Monsieur Losbar et Monsieur Chalus devraient prendre la décision sage d'épargner... on est dans un chamboule-tout politique. C'est le président de la République qui l'a décidé. C'est son pouvoir, c'est la Ve République. Il vient là en nous demandant, quelque part, de prendre tous nos responsabilités, la gauche, la droite, l'extrême droite, et à la population. Parce que, je terminerai juste là-dessus, cela fait des années qu'on dit que votre Front National, Rassemblement National, est en vote sanction. On dit même que des gens votent Rassemblement National tout en sachant que jamais ils arriveront au pouvoir. Là, ils sont aux portes du pouvoir. Là, ils ont un pied dans la porte. Et quelque part, on met aussi, la population en devoir de décider est-ce qu'ils veulent l'extrême droite au pouvoir en France dans les 3 semaines qui viennent. Ça, c'est la vraie question. Et face à ça, nous, la gauche, nous qui sommes là, 3 personnes qui sont chacun une nuance de gauche, est-ce qu'on est capable, localement et nationalement, de s'entendre et d'offrir une alternative politique? Alors justement, localement, quelle sera votre stratégie? Michel Tola, vous avez été l'un des premiers à communiquer et dire que vous repartez sur le terrain après votre défaite lors des dernières législatives. Alors, quelle sera votre stratégie? Est-ce que la NUPES sera là ou pas? Ou tout le monde ira un peu chacun de son côté? Michel Tola et ensuite Christian Baptiste et Olivier Nicolas. D'abord, bonsoir aux Guadeloupéens, bonsoir à tous ceux qui sont sur ce plateau. Je voudrais d'abord réagir par rapport à ces élections européennes pour dire que ma grande surprise, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. S'agissant du Rassemblement national, son score, je pense que tous s'y attendaient. Simplement, je crois qu'il faut qu'on relativise quand même. C'est quand même moins de 50% des Français qui ont été votés. Ça, c'est important à signaler. En Guadeloupe, il n'y a que, si je ne me trompe pas, moins de 15% qui ont été votés. Donc, ça veut dire que, oui, le Rassemblement national, les Guadeloupéens, il y a un Guadeloupéen député européen, mais ce n'est pas le fait des électeurs guadeloupéens. Parce que, tout simplement... De l'ensemble, ou en tout cas de la majorité des électeurs guadeloupéens. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je regrette, on peut dire bravo à Rudi Toulassi, simplement, parce que c'est un Guadeloupéen, simplement, comme j'ai toujours dit, moi, je ne partage pas les idées de son parti. Et comme Olivier Nicolas disait, je crois qu'il faut qu'on se réveille sérieusement. Et ce réveil, ce n'est pas simplement par, je dirais, le langage, le parler, mais ce sont les actions. Je crois qu'il faut reconnaître que depuis, et comme le dit malheureusement certains qui utilisent cela,
depuis quand même quelques années, les choses ne vont plus, encore pire depuis l'élection de M. Macron. Et c'est ça qui fait le nid du Rassemblement national. C'est normal. Et quand le Rassemblement national parle de défendre la population, alors que, par exemple, je donne au moins 2 exemples. Pour la retraite, eh bien, ils sont contre la retraite à 60 ans. Ils disent sur le terrain qu'ils sont pour, mais en même temps, quand il faut voter à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Mais Michel Colas, quelle sera la stratégie de la gauche? Alors, la gauche, je ne sais pas, il faudra trouver une définition parce que beaucoup de gens se disent de gauche. Mais vous y allez avec quel soutien? Ben, je suis dans un mouvement. LFI, mais est-ce que vous allez des discussions commencent au niveau national? Est-ce que là, vous allez pouvoir discuter avec Olivier Nicolas, par exemple? Il n'y a rien qui a été décidé, mais il est sûr d'une chose. Ce sont les Guadeloupéens qui désignent. Si effectivement j'ai communiqué sur cette candidature, c'est parce que je ne savais même pas, au moment où j'ai reçu les messages, que l'Assemblée nationale était dissoute par le président de la République. Et les gens tout de suite vous disent, tu fais quoi? Donc moi, j'annonce que je vais. Mais maintenant, il y aura les discussions, on va échanger. Et c'est normal, je pense, que Christian Baptiste, député sortant, puisse se représenter. Il est sous les couleurs socialistes. Moi, je suis à la LFI. Eh bien, évidemment, il est normal que je puisse défendre les couleurs de la LFI. Mais n'oublions pas une chose. Sur la même circonscription, est-ce que là, ça ne va pas poser problème, Olivier Nicolas, Christian Baptiste? N'oublions pas une chose. La NUPES a eu des plombs dans l'aile à un moment donné. Et Olivier Nicolas, reconnaissant-les, c'est les autres partenaires, notamment, je me rappelle, M. Faure, qui, tout de suite par rapport au 7 octobre, a décidé sur l'événement israélo-palestinien, a décidé de couper court à cette NUPES. Les Verts, pareil. Et aujourd'hui, on en parlait l'autre jour, si effectivement on avait écouté la LFI, la NUPES serait devant le Rassemblement national. Christian Baptiste, très rapidement. En ce qui me concerne, évidemment, ça fait 2 ans que je travaille à l'Assemblée nationale, donc sur les valeurs et les dossiers dont nous avons parlé. Donc, comme Michel l'a dit, tout naturellement, je vais me représenter. Mais il faut savoir que je fais partie, j'ai un mouvement qui s'appelle la force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. Évidemment, nous devons nous réunir pour entériner cette décision. Je fais partie aussi d'un mouvement qui s'appelle le PPDG, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen, sur lequel aussi nous avons une plateforme. D'ailleurs, nous avons demain une conférence de presse et de notre dernier congrès sur notamment le Front commun pour une évolution et pour l'autonomie de la Guadeloupe. Et enfin, évidemment, j'ai toujours travaillé en collaboration avec le parti, la Fédération socialiste, et je suis au groupe Parti socialiste et apparenté. Donc tout ceci viendront tout naturellement dans les discussions et savoir est-ce que nous continuons de travailler. Michel Colas, il a été candidat aux dernières élections législatives. Il n'était pas au 2e tour. Il a apporté le soutien. Ça s'appelle le désistement républicain. Donc nous sommes dans une configuration quand même démocratique. C'est bien ce que le président de la République a dit. Je fais appel à la souveraineté du peuple. Donc tout naturellement, je serai devant cette souveraineté populaire avec les idées que nous défendons, avec notamment le bilan aussi que j'ai pendant ces 2 années, que j'aurai aussi à défendre durant les 3-4 semaines à venir pour ces élections législatives. On arrive au terme de ce plateau. Le mot de la fin, Olivier Nicolas. Alors, comment vont se dérouler ces discussions? Écoutez, Michel raconte l'histoire à sa sauce. En Guadeloupe et en outre. Mal partis. Non, pas du tout. Je dis ça très gentiment et très. La campagne a démarré visiblement. Pas du tout. Il raconte l'histoire. Elle est juste quand il dit il y a eu des soucis après 7 octobre. Mais si on va aux origines de la NUPES, il n'y avait pas de NUPES en Guadeloupe. C'est vrai, tout le monde est allé sous ses bannières. Je pense que dans une circonscription, il y a carrément eu 3 candidats insoumis. Donc déjà, pour qu'on fasse l'unité, il faut qu'il y ait même l'unité à l'intérieur des différentes formations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on a été unitaires pour plusieurs, puisque nous avons soutenu une candidate insoumise dans la première circonscription. C'était Nadège Montout. Donc moi, sur l'union, je suis assez intraitable parce que ça fait... Je ne suis pas en responsabilité politique depuis longtemps, mais je me suis toujours inscrit dans cette idée que la gauche ne gagne que quand elle est rassemblée. Et quand il faut parfois être unitaire, nous le sommes pour tous les autres. Donc nous avons fait ce choix, alors même que les insoumis sont allés dans toutes les autres circonscriptions, y compris là où on avait les sortants. Donc après, chacun fait comme il veut. Ce qui compte, et moi je m'engage en politique pour donner de l'espoir
à la fois à notre électorat, mais plus largement à la population. Et aujourd'hui, il y a un besoin d'espoir et d'espérance. Monsieur Tolassi, qui gagne l'élection là, n'offre aucune espérance. Parce qu'en réalité, il explique aux gens qu'il est juste d'accord avec eux qu'il n'y a pas d'eau, que c'est scandaleux, qu'il n'y a pas d'agriculture suffisamment développée, est-ce que c'est scandaleux? Quelles propositions? Quelles idées? Rien du tout en réalité. Et quand vous regardez par ailleurs le bilan des votes à l'Assemblée, des votes au Parlement européen, ils votent toujours contre nous. Je ne vais pas prendre l'exemple de la reconnaissance de l'esclavage. Non, mais attendez, l'esclavage comme crime contre l'humanité, ils ont voté contre. Ça, c'est factuel, tout le monde le sait. Et de la même manière, sur des tas de mesures qui ont été prises, y compris l'augmentation du SMIC, y compris toute une série, le blocage des prix de première nécessité. Ils ne votent jamais avec nous. Jamais sur les sujets sociaux. Donc, en réalité, il faudra qu'on offre une alternative et c'est ce travail-là que nous allons faire. Si les Insoumis veulent y aller et surtout si on est capable de créer une union qui soit un peu plus démocratique que la NUPES de l'été, si on respecte l'identité des partenaires, si on accepte qu'on ne devienne pas tous insoumis dans cette unité-là, eh bien, cette union-là, elle verra le jour, y compris en Guadeloupe. Et on le verra sûrement durant cette courte campagne. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Allez, on refait un point sur ces résultats des élections européennes. Le Rassemblement national est donc arrivé en tête. Un scrutin marqué, on l'a dit, par une forte abstention. Le taux de participation s'élève à 13,25%. Pour mémoire, il était en 2019 de 14,35%. Chez nous, en Guadeloupe, le RN l'emporte donc avec 30% des voix, suivi de la France insoumise avec près de 15%, du Parti socialiste avec 14,23% des voix, suivi de près par Renaissance avec 13,84% des suffrages. Voyons tout cela avec François-Joseph Ousselin en détail. Avec un taux d'abstention à 86,76% pour la Guadeloupe, 78,2% à Saint-Barthélemy et 84,57% à Saint-Martin, les résultats sortis des urnes de ce 8 juin 2024 n'expriment pas forcément le visage politique de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Tout au plus, il faut y voir le reflet de la mobilisation des partis politiques pour ce scrutin européen. On retiendra donc qu'en Guadeloupe, 13,24% des électeurs ont pris part à cette élection. Le Rassemblement national de Jordan Bardella arrive en tête avec 30,05%. Il est suivi par la France insoumise de Manon Aubry avec 14,97%. Le Parti socialiste de Raphaël Glucksmann à 14,23%. Renaissance de Valérie Ayer à 13,84% et Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud à 5,57%. À Saint-Barthélemy, c'est encore le Rassemblement national qui est en tête avec 36,97% des voix devant Renaissance 13,77%, Reconquête 13,33%, les Républicains sont à 8,59%, Europe Écologie Les Verts à 6,44%, le PS recueille 6,08%. Enfin, les 60 voix obtenues par François Asselineau lui confèrent 5,37% des voix. À Saint-Barthélemy, la participation atteint 21,8% des inscrits. Enfin, à Saint-Martin, où 15,43% des électeurs inscrits ont pris part au vote, c'est la majorité présidentielle qui est en tête, avec 33,72% des suffrages, devant le Rassemblement national, 24,58%. Reconquête arrive en troisième position avec 8,25%. Viennent ensuite le PS, 5,84%, LFI, 5,67%, Europe Écologie Les Verts, 4,45%, les Républicains, 3,12% et l'Humanité souveraine à 3,12%. Allez, forte abstention et RN en tête. Georges, comment expliquer ce vote? Alors, depuis les élections présidentielles, l'électorat guadeloupéen dissocie son opinion par rapport à une situation politique et son comportement électoral. C'est-à-dire que par rapport aux élections européennes, l'électorat avait certaines représentations
plutôt négative, puisqu'il y a eu la mobilisation des agriculteurs qui a eu pour conséquence, par conséquent, de montrer combien l'Europe, avec ses normes, était devenue inéquitable dans la mesure où elle imposait des normes, et en tout cas européennes, alors que ceux qui importaient chez nous n'avaient pas cette contrainte européenne. Donc, ça a créé sur le plan de l'opinion déjà une approche assez négative de l'Europe. Mais après, du point de vue du comportement électoral, il y a eu une instrumentalisation de cette élection, à savoir que profitant des élections européennes, comme l'électorat a profité de l'élection présidentielle, c'est de manifester un mécontentement par rapport à la politique actuellement menée à la Guadeloupe. Et ce n'est pas forcément uniquement la politique nationale, mais je pense également que les élus locaux, à travers ce vote, doivent effectivement se poser un certain nombre de questions. Tout sauf le gouvernement. Alors, tout le monde se pose cette question. Est-ce que le Congrès mérite de se tenir? Marie-Lise Panchard, vice-présidente de la région, a déjà communiqué en disant que ce n'était pas judicieux et qu'il fallait le reporter. Il fallait le reporter, enfin, disent certains élus, parce que les résolutions du Congrès ne trouveraient pas de relais législatif, puisque les députés voient leur mandat terminé. Je ne partage pas l'analyse dans la mesure où le Congrès prend un certain nombre de résolutions, mais ces résolutions n'ont d'intérêt juridique et politique que si elles sont adoptées par les assemblées. Donc l'absence des députés en tant que relais pour faire remonter un certain nombre de résolutions du Congrès adoptées par les collectivités ne me semble pas, en tout cas, être de nature à créer un obstacle important. Le deuxième élément, c'est que ce Congrès doit, à un moment donné, faire l'état de la pensée politique guadeloupéenne par rapport à une problématique importante qui est l'évolution de nos institutions et l'évolution de notre statut. Donc, reporter une discussion qui, de toute façon, a déjà été maintes fois reportée. Je parle souvent du mythe de l'éternel recommencement. Est-ce que ça vaut le coup dans ce contexte actuel où on va être en plein dans les législatives, finalement? Dans ce début de campagne qui va prendre finalement toute la place. Les législatives constituent une dynamique qui intéresse 4 députés. La résolution du Congrès intéresse d'abord les collectivités territoriales. Et elles ne sont pas concernées par le processus électoral. Elles sont plutôt concernées par un processus de temps, parce que le gouvernement, concernant les grandes problématiques telles que l'évolution institutionnelle, a déjà sa feuille de route, a nommé des experts, et même si le problème est mis en stand-by le temps qu'un nouveau gouvernement intervienne, il n'empêche que ça ne fait pas obstacle à ce que le Congrès puisse se dérouler. Après, n'oublions pas que le président de région, lui, était beaucoup plus partisan à ce que pour la thématique de l'évolution institutionnelle, on ne se presse pas. On verra d'ici demain quelle décision sera prise. Une dernière question rapidement. Les législatives, on le rappelle, pour nous, ce sera le 29 juin et le 6 juillet prochain, puisqu'on vote un jour avant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une vague RN? Peut-être pas, mais en tout cas un vote RN en majorité. Pour la Guadeloupe, oui. C'est-à-dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et au niveau national, s'il y a bien un parti qui profitera de la dynamique, c'est le Rassemblement national. Ils ont 89 sièges. On se reverra peut-être pour la soirée électorale. Vous verrez qu'ils vont au moins doubler leur nombre de sièges. Par contre, je ne suis pas certain qu'ils auront la majorité. D'où la grande problématique qui va se poser après les élections législatives. Il faut nommer un Premier ministre qui, si c'est Rassemblement national, il y aura un bloc en face qui, de toute façon, va bloquer tous les projets de loi ou les propositions. Si c'est par contre au niveau d'un conglomérat entre la droite et la gauche, vous voyez bien, les 3 invités, que la gauche elle-même a beaucoup de mal à trouver une cohérence. Donc, ainsi que je l'ai dit au début de mes propos, on rentre vers une grande période d'incertitude politique en France. Merci Georges. Les résultats qui, eux, ont été différents en Martinique, en revanche, où là, c'est la France insoumise qui arrive en tête avec près de 19% des voix, talonnés tout de même par le Rassemblement national, suivi ensuite par Renaissance avec près de 18% et le Parti socialiste avec près de 16%. En Guyane, les résultats donnent 25,6% des voix au Rassemblement national, suivi par la France insoumise avec 18,4% des voix. Le Parti socialiste arrive ensuite avec près de 11%, suivi de près
par Renaissance. Merci beaucoup, Georges, pour toutes ces analyses. On se retrouve soit pour le Congrès, soit lors des élections législatives. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces élections européennes. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos éditions de demain.